Ils n'ont même pas tressailli quand je suis revenue à la maison en silence. Pas de banderole, pas de bienvenue, pas même une chaise à la table du dîner. Mon père m'a dévisagée comme si j'étais une étrangère demandant à emprunter son nom de famille. Ma mère ne cessait de regarder son téléphone, se vantant du petit ami de ma sœur. Un vrai officier, disait-elle. Pas quelqu'un qui était dans la marine ou je ne sais quoi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans le garage alors que mon ancienne chambre était remplie de cartons de décoration pour le mariage de ma sœur. Elle se mariait avec un officier du renseignement de l'armée, l'enfant chéri avec son fiancé en or. J'étais celle qu'il prétendait ne pas connaître. Ils m'ont traité de lâche dans mon dos et de honte en face. Ils disaient que je m'étais enfuie pour faire Dieu sait quoi quand les choses devenaient difficiles. Personne ne se souciait du fait que j'avais marché dans des zones de combat, porté des hommes plus lourds que moi ou désamorcé des bombes avec les doigts tremblants. Personne ne m'a jamais demandé ce qu'il m'en avait coûté pour revenir vivante jusqu'à cet après-midi-là, lors de la fête de fiançailles. Toute la famille était là. Je me tenais seule près de la table du traiteur, ignorée, vêtue de gris civil pendant qu'il s'extasiait sur la robe de créateur de ma sœur et son avenir parfait. Puis, il est entré, l'officier de l'armée, le commandant du fiancé de ma sœur. Il a jeté un seul regard vers moi, s'est arrêté net, et m'a fixé comme s'il voyait un fantôme surgir en plein jour. Puis, il s'est avancé et a dit devant tout le monde « Madame, commandant des SEALs ». Et juste comme ça, la pièce est devenue silencieuse. Je m'appelle Cassidy Monroe. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que personne ne s'était jamais assez soucié de me demander qui j'étais vraiment. Mais aujourd'hui, je suis prête à raconter toute l'histoire. Avant de partager mon récit, je veux savoir si vous êtes là avec moi. Dites simplement « à l'écoute » dans les commentaires ou faites-moi savoir d'où vous venez. J'aime savoir jusqu'où mon histoire voyage. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Et si vous souhaitez soutenir d'autres récits comme le mien, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. La chaleur m'a frappée en premier. Une chaleur de Floride, collante et impitoyable, comme si l'État lui-même essayait de me rappeler que je n'étais pas à ma place. Je suis sortie de la voiture de location, mes bottes crissant doucement sur le gravier de l'allée de mon enfance. Elle était là, la maison des Monroe. Des haies soignées, un revêtement fraîchement peint et ce maudit mât de drapeau toujours fièrement dressé. La même balançoire sur le porche qui accueillait autrefois 3 frères et sœurs, aux genoux écorchés et aux secrets partagés. Mais désormais, seuls 2 d'entre eux comptaient encore. Je suis restée là une seconde de plus que je n'aurais dû, valise à la main, le cœur au bord des lèvres. 10 ans depuis ma dernière visite, une décennie de silence, de distance, d'ombre. La plaque de cuivre à côté de la porte indiquait toujours Lieutenant R, Monroe Rieti. Comme si toute notre famille avait été estampillée en uniforme et préservée comme des reliques dans une vitrine. Tous, sauf moi. À l'intérieur, la maison sentait le citron et le jambon cuit. Le salon bourdonnait de voix, des voisins, des amis de la marine, d'anciens camarades de papa. Ma mère est passée devant moi sans ralentir, tenant un plateau d'œufs farcis, sans un câlin, sans un sourire, juste un regard et un ton plat. « Tu as réussi à venir ». Puis vint mon père, grand, toujours bâti comme l'officier qu'il était autrefois. Mais la vivacité de ses yeux s'était émoussée avec l'âge. « Tu es toujours vivante » a-t-il dit, sans méchanceté, mais sans chaleur non plus, juste comme s'il lisait un bulletin météo. « On dirait bien » ai-je marmonné, esquissant un sourire sec. Harper était au centre de tout, impeccable, rayonnante dans son uniforme blanc immaculé, l'enfant chéri dans tous les sens du terme. Quand quelqu'un a posé des questions sur moi, elle a penché la tête et a répondu « Oh, Cassidy, elle a servi autrefois, elle n'a pas fini. Elle fait quelque chose à l'étranger maintenant, dans la santé. Prof de yoga, peut-être ?» Quelques rires polis. J'ai souri comme si cela ne me blessait pas, mais la vérité me pressait les côtes comme une lame émoussée.
J'avais tout risqué pour protéger ce pays, pour la protéger, elle. Mais ici, j'étais réduite à une plaisanterie, quelqu'un qui s'était évaporé. Au dîner, j'étais installée à une table pliante dans un coin, juste sous une bouche d'aération glaciale à côté d'un cousin que je n'avais jamais rencontré. La table des enfants pour adultes, ai-je pensé avec amertume. De là où j'étais assise, je pouvais voir le mur d'honneur dans la salle à manger, des photos de Harper en uniforme, de mon jeune frère Blake en déploiement et même de papa pendant ses années de commandement. Rien sur moi, pas même ma remise de diplôme du lycée, comme si je n'avais jamais existé. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais pas seulement été oubliée, j'avais été effacée. Mais c'était le prix du métier. À 18 ans, j'avais refusé l'académie navale. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'auraient jamais le droit de savoir, c'est que j'avais été recrutée pour autre chose, quelque chose d'officieux, quelque chose qui ne laissait pas de place pour des photos sur la cheminée familiale. Pendant 15 ans, j'avais vécu dans l'ombre, faisant partie d'une unité qui n'existait pas officiellement. Une équipe de SEAL féminins opérant sous des protocoles d'identité zéro. Nos noms supprimés, nos dossiers scellés. Nous étions des fantômes jusqu'à ce que la mission se termine. Ou que nous mourions. Et maintenant, apparemment, la mission n'était pas finie. Cette nuit-là, de retour dans le petit pavillon militaire où je m'étais enregistrée sous un alias, je me suis assise sur le bord d'un matelas rigide et j'ai fait défiler les messages sur mon téléphone satellite crypté. Un message clignotait. Canal interne crypté du Pentagone. Je l'ai déverrouillé avec des doigts tremblants. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé être des heures. Harper, entre toutes les personnes. Pourquoi accédait-elle à des archives classifiées, surtout celles enfouies sous des niveaux d'habilitation ultra secrets? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au miroir au-dessus de la commode. Pendant une seconde, je me suis vue comme il me voyait, juste une femme en vêtements civils, debout dans le reflet d'une étrangère. Mais sous la surface, j'étais toujours elle, un cil, une ombre, une survivante. Et maintenant, le passé que j'avais enterré refaisait surface, pas avec des murmures, mais avec des noms. Le mien. L'air à l'intérieur de l'auditorium du centre de commandement naval était chargé de formalités et de fierté maritime. Les chaussures cirées grinçaient sur le linoléum. Des rangées d'uniformes blancs bordaient les allées et un flux constant de « oui, monsieur » et « oui, madame » bourdonnait dans les conversations. Je suis restée dehors pendant 10 minutes sous un soleil de plomb, regardant mon nom ne figurer sur aucune liste. « Madame, vous n'êtes pas enregistrée », a répété pour la 3e fois le jeune enseigne au point de contrôle. J'ai sorti une copie imprimée et froissée de l'invitation que Harper m'avait envoyée à la dernière minute. Il l'a scannée, m'a regardé une fois de plus et a fini par céder. « Entrez, madame. Les derniers rangs sont libres. » J'ai donc trouvé ma place. Dernier rang, allée de gauche, exactement là où l'on place l'invité que l'on espère voir, ne pas venir. Pas de badge nominatif, aucune reconnaissance officielle, juste moi et mon silence, coincé entre le conjoint agité d'un officier subalterne et un aumônier trop somnolent pour remarquer quoi que ce soit. Harper était rayonnante lorsqu'elle est montée sur scène, sa posture parfaite, son uniforme impeccable. Elle se comportait comme si elle était déjà amirale. J'ai regardé ses yeux parcourir la salle, sans jamais s'arrêter sur moi. Puis vint le discours. Mon père a commandé autrefois une flotte entière. Ma mère a servi comme médecin en déploiement pendant la guerre du Golfe. Mon frère est maintenant un officier subalterne se préparant pour sa première affectation. Elle fit une pause. Et je suis fière de perpétuer cette tradition. Aucune mention de la fille aînée, aucun signe vers celle qui avait disparu comme un fantôme. Je savais qu'il ne fallait rien attendre d'autre, mais cela m'a quand même frappé comme un coup de poing silencieux à l'estomac. J'ai regardé droit devant moi, sans ciller, sans respirer, existant simplement jusqu'à ce que je sente un changement. Les lourdes portes en bois à l'arrière ont grincé et un homme en grand uniforme est entré. La quarantaine, une carrure imposante, l'autorité dans chaque pas.
Les médailles sur sa poitrine accrochèrent la lumière. Il était en retard, mais personne n'osait l'interroger. Je connaissais ce visage. Lieutenant-colonel Eduardo Ramirez. La dernière fois que je l'avais vu, nous étions plongés jusqu'aux épaules dans une extraction classifiée dans le nord de l'Irak, rampant dans des tunnels d'égouts sous les tirs de tireurs d'élite. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 7 ans. Il a remonté l'allée lentement, les yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il s'arrête sur moi. Sa posture s'est redressée. Il a hésité, puis a levé la main dans un salut militaire net et délibéré. « Madame, commandant des SEALs !» On aurait pu entendre l'oxygène quitter la pièce. Les chaises ont grincé, les têtes se sont tournées, des halètements ont retenti comme des répliques sismiques. La bouche de Harper s'est figée au milieu d'une phrase. Le téléphone de ma mère s'est écrasé au sol. Le front de mon père s'est plissé dans un mélange de confusion et de déni. Je n'ai pas bougé. J'ai juste hoché la tête. Un geste infime, comme si ce n'était rien d'autre que quelqu'un reconnaissant un ancien collègue à l'épicerie. Pas de confirmation, pas de déni, juste la vérité laissée en suspens dans l'air. Ramirez a abaissé son salut et a hoché la tête à nouveau, prenant discrètement place à proximité, comme s'il n'avait pas provoqué une explosion au milieu d'une célébration militaire. La cérémonie s'est poursuivie péniblement après cela, Harper précipitant les dernières lignes de son discours, les mains visiblement tremblantes. Elle ne m'a plus regardé une seule fois. Le public a applaudi poliment, moins vigoureusement qu'avant, moins sûr de qui était la véritable star du jour. Dehors, sous le couloir ombragé où les diplômés prenaient des photos avec leurs familles fières, un groupe d'officiers a rompu la formation pour m'approcher. Ils parlaient à voix basse. « Écoutille de tempête ?» a murmuré l'un d'eux, à peine audible. « C'est elle, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu, regardant au-delà d'eux vers l'horizon où le soleil commençait à plonger sous les palmiers et la baie. Je me suis détournée et je suis partie, la chaleur caressant mon visage comme un vieux souvenir. Je n'avais pas besoin de parler. Ils savaient déjà. Le secret se fissurait et je pouvais le sentir. Chaque morceau de la vie que j'avais enterré commençait à ressurgir. De retour au pavillon de la base, j'ai fermé la porte à double tour et tiré violemment les rideaux occultants. Mon cœur n'avait pas cessé de battre la chamade depuis la cérémonie. Les saluts, les murmures, le changement d'atmosphère. Ce n'était pas seulement une reconnaissance, c'était une exposition. J'ai allumé l'ordinateur portable renforcé que je gardais dans une mallette à faux fond, j'ai démarré un environnement crypté et j'ai entré la chaîne de protocole pour les traçages d'urgence. Mes doigts volaient sur les touches comme par réflexe musculaire. Je n'avais pas eu besoin de cette installation depuis des années, mais tout est revenu instantanément. Le système a affiché le rapport d'infraction par segment. Alerte de niveau supérieur. Opération Storm Hatch. Fragment déclassifié détecté. Dernier accès. Contournement d'habilitation AIP de l'Académie militaire interne. Harper Monroe. J'ai fixé l'écran. Aucune erreur possible. Ma petite sœur avait accédé aux fichiers de Storm Hatch, des fichiers qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir voir. La majeure partie était censurée, même pour le haut commandement. Mais elle avait déclenché un script fantôme intégré dans l'archive. Un code d'arrêt destiné à alerter toute personne liée à l'opération si des identifiants étaient exposés. Storm Hatch 2011. Frontière nord de la Syrie. 6 femmes. Pas de dossiers officiels, pas d'insigne d'unité, pas de base d'attache, juste une directive unique, démanteler une cellule de financement occulte fournissant la logistique à plusieurs réseaux terroristes. Le renseignement avait confirmé le site. Nous nous sommes infiltrés, nous avons exécuté la mission, nous nous sommes extraites. Mais l'autorité locale, corrompue, effrayée, ou les deux, a compromis notre route d'exfiltration. Nous nous en sommes sortis de justesse. L'opération était un succès selon les critères militaires, mais politiquement trop ambigu. Pas de médaille, pas de presse, pas de nom. C'était le marché. J'ai parcouru le rapport. Ce à quoi Harper avait accédé n'était pas le résumé public. Elle était tombée sur les journaux d'opération brutes, les notes de terrain non filtrées, les noms, les codes.
Un fragment contenait même le débriefing de mission où j'étais listée une seule fois sous le nom de Commandant Monroe, unité avancée. C'était tout ce qu'il fallait. Une seule miette, et toute la piste fantôme pouvait s'éclairer. Harper, qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire? Je n'ai pas attendu le matin. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents, me garant plus loin dans la rue pour éviter les caméras de devant. Les lumières du porche étaient encore allumées. J'ai frappé 2 fois fermement. Un instant plus tard, Harper a ouvert la porte en pantalon de jogging et t-shirt, ses cheveux encore relevés de la cérémonie, son maquillage à moitié étalé. « Cass ?» a-t-elle balbutié en sortant. Nous avons marché jusqu'au porche arrière. Les grillons bourdonnaient dans les haies. La nuit sentait l'herbe mouillée et la culpabilité. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. « Tu voulais écrire sur les femmes oubliées ?» ai-je dit calmement. « Mais sais-tu seulement quel nom tu viens de ramener à la lumière ?» Elle s'est figée, la bouche ouverte, puis l'a refermée. Je faisais juste des recherches pour mon mémoire sur les rôles féminins dans les opérations spéciales. Le système a ouvert ce dossier que je n'avais jamais vu. Je ne savais pas ce que c'était. Il était verrouillé pour une raison, ai-je dit. Je n'ai rien publié, je le jure. Je ne savais pas que cela déclencherait quoi que ce soit. Sa voix s'est brisée. Elle avait de nouveau l'air d'avoir 16 ans, pas d'être la diplômée de la marine que tout le monde applaudissait quelques heures plus tôt. Je l'ai cru. C'était la pire partie. Elle n'avait pas voulu faire de mal. Elle était juste trop curieuse, trop fière, trop insouciante. Je suis partie sans un mot de plus. De retour au pavillon, je me suis effondrée sur la chaise près du bureau, laissant le silence m'envelopper comme une armure. J'ai rallumé l'ordinateur juste pour confirmer que le système était propre. Mais un autre message m'attendait. Un protocole d'alerte rouge que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. Je l'ai lu 2 fois. Quelqu'un manipulait la fuite. Ce qui avait commencé comme une tentative maladroite de Harper pour écrire un hommage était devenu une menace. Quelqu'un voulait que les fichiers originaux soient effacés définitivement, ce qui signifiait que quelqu'un voulait que Storm Hatch disparaisse. Tout le projet, moi y compris. Il ne s'agissait plus de médailles ou de héros oubliés. C'était un nettoyage. Et j'étais toujours sur la liste des cibles à éliminer. L'ancien système n'avait pas beaucoup changé. Même après toutes ces années, l'architecture du réseau sécurisé de notre commandement du renseignement répondait toujours à mes codes d'accès, enfouis sous des couches de refus et de révocation, mais accessibles via le protocole Passepartout qui m'avait été confié lors de ma dernière mission de niveau noir. J'ai contourné les jetons de sécurité et atteint la coque du serveur, priant les fantômes pour que mon accès ne soit pas expiré pour de bon. Ce n'était pas le cas. Dans les journaux, j'ai trouvé ce que je craignais. Un extrait partiel de Storm Hatch avait été transmis à un comité de surveillance du Congrès, sous l'entête « Étude de cas, instabilité opérationnelle dans les forces spéciales mixtes ». Le document n'était pas brut. Il avait été traité. Nom supprimé, ordre réorganisé, échec exagéré. Pire encore, il présentait toute la mission comme un avertissement contre l'intégration des femmes. Au sommet de la chaîne numérique se trouvait un nom auquel je n'avais pas pensé depuis les briefings de Washington il y a près de 15 ans. Le sénateur Mark Ledlow, un politicien de carrière à l'accent traînant et au sourire plus tranchant qu'un scalpel. Ledlow s'était toujours opposé à l'expansion des rôles de combat pour les femmes. Il avait voté contre l'intégration des forces spéciales, affirmant que la biologie ne pliait pas devant l'idéologie. Maintenant, avec la brèche accidentelle de Harper comme prétexte, il avait tout ce dont il avait besoin pour lancer un assaut législatif complet. Le rapport tronqué qu'il avait envoyé peignait Storm Hatch comme un désastre, occultant les vies que nous avions sauvées, les renseignements que nous avions récupérés et le silence que nous avions gardé. Et le nom de Harper était désormais partout. Les médias se sont emparés de ces qualifications, se demandant pourquoi un officier nouvellement commissionné avait accédé à une opération si hautement classifiée. En 48 heures, elle a été suspendue de son entraînement d'officier de réserve. Pas de cour martiale, juste mise au placard, en attente d'un examen administratif.
Mes parents, bien sûr, avaient leur avis. « Pourquoi ne pouvais-tu pas rester invisible ?» a lancé mon père au téléphone. « Tu as déjà embarrassé cette famille une fois. Maintenant, Harper en paie le prix. » Je ne me suis pas défendue. C'était inutile. À leurs yeux, j'avais toujours été la tempête dont ils ne voulaient pas admettre qu'elle était passée par leur maison. Mais je savais mieux. Si je laissais Ledlow réécrire l'histoire de Storm Hatch, si je le laissais réduire ses 12 jours en enfer à une note de bas de page sur l'échec, alors, nous toutes qui avions saigné pour cette mission disparaîtrions une seconde fois. Et cette fois, ce serait intentionnel. J'ai envoyé un message à Harper pour qu'elle me rejoigne sur la vieille plage de la base, celle où nous nous faufilions étant enfants pour construire des châteaux de sable ou espionner les exercices nocturnes depuis les dunes. Elle est venue. Ses yeux étaient rougis par les larmes, le manque de sommeil, ou les deux. Pas de maquillage, pas d'uniforme, juste Harper, dépouillée jusqu'à la femme sous les médailles. Elle n'a pas parlé la première. Moi, si. Storm Hatch n'était pas un échec, ai-je dit en fixant les vagues qui frappèrent le rivage. Ce n'était pas propre et ce n'était pas joli, mais nous avons fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Harper a bougé nerveusement. « Tu étais là ?» Je l'ai laissé parler. Je lui ai tout raconté sur l'infiltration dans le No Man's Land entre les postes d'observation turcs. Sur nous 6, tenant la cour d'une école bombardée pendant 12 jours, tout en suivant des signaux satellites à travers les tempêtes de sable et le bruit des drones. Sur la trahison de la police locale qui avait promis une couverture et qui avait ensuite livré l'une de nos coéquipières à un chef de milice. Sur le silence de Maritza après son sauvetage. Sur le fait que nous n'avions laissé aucun corps derrière nous, mais que nous avions perdu des morceaux de nous-mêmes. « Je suis désolée », a chuchoté Harper, la voix tremblante. « Ce n'est pas ta faute. Tu voulais savoir ce que ça fait d'être oublié. Maintenant, tu le sais. » Elle m'a regardée pour une fois, non pas comme une sœur qui avait déçu tout le monde, mais comme quelqu'un essayant de comprendre une guerre dont on ne lui avait jamais parlé. « Peux-tu le prouver ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai fouillé dans ma sacoche et ouvert la doublure intérieure. Sous des couches de camouflage usées et de vieilles médailles, j'ai sorti un petit disque SSD crypté de la taille d'un jeu de cartes. Le même disque que j'avais caché dans 9 pays, sous des parquets, dans des bibles évidées, et une fois même dans une pomme de terre cuite à un poste de contrôle frontalier. Tout est là, ai-je dit. Les vrais journaux, les communications, les décès, les décisions. Harper l'a pris dans ses mains comme s'il risquait de la brûler. Nous sommes restés là dans le noir, le ressac allant et venant. Et pour la première fois, je l'ai laissé porter le poids que je traînais depuis le début. Le SSD semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Peut-être parce que je savais ce qu'il contenait. La vérité. Brute et non filtrée, posée au creux de ma main comme une grenade dégoupillée. Je l'ai remis à Ellie Tran dans l'alcôve d'un café vietnamien à la sortie de Norfolk, là où plus personne ne connaissait nos noms. Elle paraissait plus vieille, les cheveux grisonnants aux tempes, un léger tremblement dans la main droite, mais ses yeux étaient toujours vifs, toujours défiants de cette manière calme que seul quelqu'un qui a vu le bord de la guerre et en est revenu peut avoir. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-elle demandé. Pas de jugement, juste une curiosité fatiguée. « J'ai 48 heures avant que le comité ne vote, » ai-je répondu. « Après cela, ils nous effaceront pour de bon. » Ellie a pris le disque et a hoché la tête, le glissant dans sa veste. « Donne-moi jusqu'à demain minuit. Si c'est encore dedans, je le trouverai. » En repartant, je n'arrêtais pas de penser aux noms qu'on nous avait dit d'oublier. Les vrais noms, pas les noms de code ou les désignations de mission, pas Storm Hatch ou Opérateur Delta 5. Je parlais des femmes derrière ces pseudonymes. On nous avait appris que l'anonymat était une protection, que si le monde ne nous connaissait jamais, personne ne pourrait nous utiliser. Mais cela signifiait aussi que personne ne pourrait se souvenir de nous quand cela compterait. Le temps que je revienne au motel de la base, ma boîte de réception avait explosé. Tout en haut se trouvait un message de Harper. Objet. J'ai fait quelque chose. Elle avait envoyé une demande officielle pour parler lors de la prochaine audition interne à la base,
admettant son rôle dans l'accès au fichier de Storm Hatch. Elle leur a dit que c'était accidentel, qu'elle n'en connaissait pas la profondeur ni la sensibilité. Et elle a demandé à parler, pas seulement pour s'expliquer, mais pour corriger le récit. Son commandant lui avait conseillé de garder le silence. Elle avait refusé. J'ai fixé l'écran, un étrange mélange de fierté et de peur montant en moi. Malgré tout son vernis et son respect des protocoles, Harper avait enfin fait quelque chose de désordonné, quelque chose de réel. Plus tard cette nuit-là, mon père a appelé. « Nous devons parler », a-t-il dit. La maison semblait inchangée, comme figée dans l'ambre quelque part dans les années 90. Des portraits militaires bordaient toujours le couloir. La nouvelle plaque de décoration de Harper avait déjà rejoint l'hôtel familial. Je me suis assise à la table de la cuisine en attendant. Maman se tenait près de l'évier, les bras croisés. Papa s'appuyait contre le comptoir. « Nous voulions que tu l'entendes de notre bouche », a-t-il commencé de ce ton sec qui précédait toujours un sermon. « Nous avons parlé au commandant de Harper. Elle s'en sortira. » Mais toute cette histoire, ce coup de projecteur, cela déchire la famille. Je n'ai pas répondu. Maman s'est retournée, la voix atone. « Tu aurais pu laisser couler. Ta mère s'est inquiétée pour toi pendant des années. Pas parce que tu étais partie, mais parce que tu n'as jamais suivi le bon chemin. Et maintenant, tu traînes le passé dans toutes nos vies. » « Je ne l'ai pas traîné, » ai-je dit. « Il a refait surface tout seul. » Elle a tressailli. Papa est intervenu. « Cassidy, tu as toujours été imprévisible. Tu n'as jamais compris les conséquences. » J'ai ri doucement. Personne dans cette maison n'a jamais demandé comment j'ai survécu. Seulement que je reste silencieuse. Mourir aurait été plus facile à expliquer pour tout le monde, n'est-ce pas? Leur silence fut plus bruyant que n'importe quel argument. Le lendemain matin, j'ai reçu l'avis officiel du département de la Défense. J'étais appelée à témoigner lors de l'audition spéciale à Arlington, non pas comme suspecte, ni même comme source, mais comme témoin vivant. C'était la première fois que j'étais officiellement reconnue depuis que j'avais disparu dans le brouillard des opérations secrètes il y a 15 ans. Ellie a appelé cette nuit-là. C'est fait. Je l'ai retrouvée dans le même café. Cette fois, elle avait apporté un ordinateur portable. La vidéo qu'elle a affichée était granuleuse, mais intacte. Des images de la caméra corporelle de mon uniforme. L'horodatage correspondait au jour où nous étions coincés à Al-Bahira. Dans le clip, j'ordonnais à l'équipe d'interrompre la frappe. Des civils étaient encore dans le complexe. J'avais repéré un enfant agrippé à la jambe d'un homme blessé. La frappe aérienne avait déjà été autorisée, mais je l'ai annulée. Négatif. Annulé. Civils dans la zone. Je répète, annulé. Je me suis regardée en silence. J'ai vu le moment où nous avions choisi l'humanité plutôt que les ordres. Cette décision a plus tard été étiquetée comme hésitation opérationnelle. Elle nous avait coûté des médailles, peut-être des carrières, mais elle avait sauvé des vies. Ellie m'a regardée. « Tu veux l'utiliser ?» J'ai hoché la tête. Il ne s'agit plus de blanchir mon nom. Il s'agit de s'assurer qu'il n'enterre plus jamais la vérité. Le message est arrivé par une ligne sécurisée juste après minuit. Pas d'objet, pas de nom, juste des coordonnées et un horodatage. Ce n'était pas inattendu. La vérité ne reste jamais enterrée sans résistance. Et maintenant, il me traînait de nouveau dans l'ombre pour voir s'il me restait encore de la force pour me battre, ou si j'étais devenue une relique qu'il pouvait discrètement écarter. La mission s'appelait Nightshade, classée niveau 1, visant un réseau terroriste montant soupçonné d'orchestrer une attaque multidirectionnelle contre les intérêts américains au Moyen-Orient. Mon rôle? Le commandement. Pas consultatif, pas une supervision fantôme, le commandement. Quand je suis entrée dans la salle de briefing à Fort Sentinelle, l'air a changé. C'est toujours le cas quand on porte plus de cicatrices que de médailles. La nouvelle génération ne savait pas quoi penser de moi. Certains murmuraient « Storm Hatch ». D'autres se contentaient de fixer, attendant de voir si la légende boitait.
Au bout de la salle se trouvait mon équipe, une unité SEAL composite, mixte, aux spécialités diverses et à la loyauté visiblement fracturée. Ils ne se sont pas levés quand je suis entrée. Je ne m'y attendais pas. C'est là que j'ai rencontré le lieutenant Derek Vance. Jeune, arrogant, décoré et furieux. Il ne le cachait pas non plus. « Vous êtes Cassidy Monroe ?» a-t-il demandé comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. « On m'avait dit que je dirigerais cette mission. »« On vous a mal renseigné, » ai-je répondu. « Restez calme. » Il a croisé les bras. « Sans offense, commandant, mais je ne prends pas d'ordre de légende dont les dossiers n'existent pas. » Voilà, la première fissure. Et je n'avais même pas encore ouvert le dossier de mission. Ils m'ont remis le paquet complet de renseignements sur Nightshade ce soir-là. La cible était une toile d'araignée de milices mercenaires et de trafiquants du marché noir opérant sous une nouvelle bannière, l'Aube de Sang. Pas de lien avec un régime connu, mais des racines dans les pires recoins de 3 États défaillants. Nous avions 2 semaines pour infiltrer, évaluer et éliminer les dirigeants avant une fenêtre d'attaque prévue sur notre base à Al-Katieh. Mais avant même que je puisse préparer une stratégie, le sabotage a commencé. Une fuite s'est propagée dans les communications internes des SEAL. Un rapport de fin de mission altéré de Storm Hatch, me peignant comme un handicap. Il affirmait que j'avais hésité alors que l'un des nôtres était sous le feu, que j'avais privilégié l'image de l'évacuation au lieu de riposter. Un mensonge contenant juste assez de vérité pour être dangereux. Les murmures ont commencé. Pas fort, pas évident, mais suffisant pour que je voie les épaules se détourner quand j'entrais dans une pièce, les yeux éviter les miens pendant les exercices de mission. La rumeur ne venait pas de mon équipe. Elle venait d'en haut. Une trace sur l'origine pointait vers un nom, le colonel Warren Hall. Il avait autrefois qualifié Storm Hatch d'expérience sociale déguisée en opération. Maintenant, il était le conseiller principal de Nightshade. Quand je l'ai confronté en privé, il n'a pas nié. Il a juste esquissé ce sourire bureaucratique et a dit « Le commandement est une question de perception, Monroe. Vous avez toujours eu du mal avec ça. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai joué leur jeu. Je les ai laissés s'interroger. Mais la première simulation de tir réel a été un désastre. J'ai ordonné un mouvement en tenaille à travers le périmètre du canyon. Vance, désireux de prouver son point de vue, l'a ignoré et a redirigé la moitié de l'unité vers la crête. Nous avons perdu notre flanc. Les pertes simulées ont atteint 80%. Le commandement n'était pas satisfait. Moi non plus. Lors du débriefing, personne ne l'a blâmé ouvertement. On a parlé de mauvaise communication et d'interprétation, mais le message était clair. L'équipe voyait les fractures et les fissures s'étendaient. Plus tard cette nuit-là, dans la tente de commandement sous une lumière rouge, Hall a tiré une chaise à côté de moi. Il s'est versé un café noir sans y être invité. « Je n'ai pas besoin que vous échouiez », a-t-il dit, la voix presque douce. « J'ai juste besoin que vous ne fassiez pas de vagues. Effacez-vous discrètement. Que ce soit votre dernier tour de piste. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. « Vous croyez que je suis revenu pour les applaudissements ?» ai-je dit. Il n'a pas répondu. « Vous croyez que je suis resté en vie aussi longtemps juste pour être toléré ? Toujours rien. Vous avez peur de ce que cela signifie si je réussis, qu'ils devront repenser chaque foutu dossier qu'ils ont enterré. » Cela l'a fait scier. Je me suis levée, parfaitement calme. « Alors, ne vous mettez pas en travers de mon chemin, colonel. Vous n'êtes pas ma mission, mais si vous devenez un dommage collatéral, n'attendez pas de médaille. » Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle d'opération et j'ai exposé le plan de mission révisé sur l'écran. Aucune place pour le débat. Ma voix ne tremblait pas. Je n'étais pas là pour qu'on se souvienne de moi. J'étais là pour finir ce que Storm Hatch avait commencé. Vérité, stratégie et survie. La nuit précédant le déploiement, j'ai convoqué l'équipe à l'entrepôt. Pas d'ordre formel, pas d'écran, juste le son brut des bottes résonnant sur le béton, la poussière flottant dans les faisceaux de lumière, et des visages qui ne savaient toujours pas s'il fallait me faire confiance ou se préparer à ma chute. Je ne portais pas mes galons. Je n'en avais pas besoin. Je me tenais au centre,
le cœur stable, et j'ai dit ce qu'aucun rapport ne dirait jamais. 6 sont partis, 4 sont revenus. Aucune ligne dans aucun dossier ne vous dit pourquoi. Nous avons survécu parce que nous nous faisions confiance, pas parce que quelqu'un aboyait des ordres derrière un écran. C'était ça, Storm Hatch. Certains ont baissé les yeux. Quelques-uns, Mason, Alvarez, Ace, observaient avec une intensité tranquille, mais Vance restait debout, les bras croisés, la mâchoire serrée, le regard froid. « Je n'ai pas besoin d'histoire de guerre », a-t-il dit. « J'ai besoin d'un plan pour sortir vivant. » Je n'ai pas bronché. Je me suis approché de la table et j'ai affiché le rendu 3D complet du district au Yémen. Une superposition de toits, d'allées, d'angles morts et de couloirs de repli. Chaque mouvement calculé, chaque imprévu cartographié à l'avance. Nous avions 7 itinéraires de sortie, 3 zones de largage à l'aveugle et une fenêtre d'évacuation d'urgence intégrée dans une rotation de 42 minutes. Pendant un moment, la pièce est devenue silencieuse. Ce n'était pas seulement de la stratégie, c'était chirurgical. Vance n'a pas dit un mot, mais quelque chose dans son regard a changé. Il l'a vu. Peut-être qu'ils l'ont tous vu. Je n'étais pas là pour être un symbole. J'étais là pour gagner. Et puis, la fuite a frappé. Un blog de nouvelles militaires anonymes a publié un article quelques heures seulement avant le décollage. Le commandant Monroe a mené des SEAL à la mort en 2011. Elle recommence avec l'opération Nightshade. L'écran vacillait dans la salle de repos alors que le titre défilait en rouge. Mon équipe se tenait autour, lisant en silence. J'ai jeté un regard, puis je me suis tournée vers eux. « Nous ne sommes pas en guerre contre des journalistes », ai-je dit. « Nous sommes en guerre contre les gens qui prévoient de tuer des soldats américains dans 72 heures. » Mais l'atmosphère était tendue. La confiance durement gagnée en une nuit s'écoulait maintenant sur le sol. C'est alors que Hall a abattu ses cartes. Il a envoyé une directive à distance. L'opération Nightshade doit être suspendue en attente d'un examen plus approfondi. Il prétendait que c'était pour éviter des retombées publiques. J'ai fixé la ligne sécurisée et j'ai dit « Si vous voulez que je signe plus de papiers, je les signerai après avoir ramené mon équipe entière à la maison. » Puis j'ai passé outre l'ordre. J'avais l'autonomie tactique pour cette mission. C'était une clause enfouie profondément dans le protocole d'autorisation. Je l'ai invoquée sans hésiter. Pendant le vol, le silence nous tenait plus serrés que n'importe quel harnais. Vance était assis à côté de moi, les mains posées sur ses genoux, ses bottes encore poussiéreuses des exercices. Après un moment, il a dit « Je n'ai jamais fait confiance à quelqu'un sans un signe sur l'épaule. Mais aujourd'hui, je jouerai mon rôle. » Je n'ai pas dit merci. Je n'en avais pas besoin. La guerre est pleine de bruit, mais parfois, le silence dit tout. Le soleil n'avait pas encore franchi l'horizon quand nos bottes ont touché le sol à l'extérieur de la ville d'Al-Mazrah, nichée dans les crêtes rocheuses au nord-est d'Aden. Le renseignement l'avait marqué comme un point logistique pour l'aube de sang. Le réseau planifiait des attentats suicides synchronisés sur 3 postes avancés américains. Nous avions 72 heures pour les neutraliser, et l'aube était la dernière chose à laquelle ils s'attendaient. Nous nous sommes divisés en 3 groupes. J'ai dirigé l'équipe de la brèche nord. Vance a pris l'unité d'infiltration, ciblant les nœuds de communication et les brouilleurs. Mason s'occupait de l'arrière-garde avec le balayage des données. L'objectif était net et brutal. Trouver le relais de déclenchement du système d'engins explosifs et capturer leur commandant de terrain vivant. Pas de civils, pas de bruit. Entrée et sortie avant le déjeuner. Le plan a déraillé avant même que nous atteignions le mur extérieur. Nous nous déplacions dans les allées sud quand des parasites ont éclaté dans mes communications. Un claquement assourdissant, puis des cris. La voix de Hayes a retenti, hachée. Embuscade secteur ouest. Ces routes n'étaient pas sur la carte. J'ai scanné le tracé. Effectivement, les allées utilisées pour l'embuscade n'existaient pas dans les données satellites. Quelqu'un avait trafiqué les images. Je savais qui. Hall. Il nous avait fourni un terrain erroné, pariant que j'échouerais ou que je plierais. Et il a failli réussir. Quelques minutes plus tard, la voix de Vince est arrivée. « Urgent commandant, nous sommes encerclés.
3 blessés. J'ai rompu le protocole sur l'itinéraire de l'allée. J'ai besoin d'une extraction en moins de 8 minutes, ou c'est fini. Je n'ai pas hésité. J'ai repris notre carte, réaffecté les équipes et émis de faux trafics radio sur les fréquences ennemies pour faire diversion. En 30 secondes, le plan a changé. J'ai violé toutes les directives de commandement concernant la sécurité des officiers, menant moi-même l'équipe de flanc. S'ils devaient mourir dans cette allée, ils ne mourraient pas seuls. Nous avons percé rapidement et violemment. Grenades fumigènes, tirs de précision. L'ennemi s'est dispersé. J'ai hissé Vance sur mon épaule quand il n'a plus pu se lever. Ace couvrait nos arrières avec les phalanges en sang et un fusil enrayé. Puis, nous avons trouvé la source. Une embrasure de béton à moitié enterrée sous la roche. Sous celle-ci, un tunnel, froid et silencieux, câblé avec une sécurité de fortune. Il menait à un centre de commandement, des écrans, des tours radio, 3 serveurs faisant tourner une surveillance en boucle, et en son cœur, un compte à rebours, 15 minutes. Une bombe reliée à des impulsions GSM ciblant notre base avec des signaux de détonation haute fréquence. Le système était élégant, complexe, presque intraçable, mais pas pour moi. J'avais déjà vu cette conception. Syrie, 2011. À l'époque, je n'avais pas d'outils, juste l'instinct. Maintenant, j'avais les deux. Ne touchez pas à ça, a prévenu Alvarez. Je ne touche pas, ai-je dit. Je la tue. Je suis entrée seule dans la chambre, la poussière épaisse dans l'air, mes bottes frottant contre la pierre entrelacée de fils. Le minuteur brillait. 12:34, 12:33. J'ai atteint le nœud de contrôle, forcé le boîtier et détaché de fils. Une voix a répondu depuis le système. Contournement manuel confirmé. Dernier accès 2011, opération Storm Hatch. J'ai tiré le circuit principal à 1 seconde 9. Tout s'est éteint. Quand je suis sortie, plus aucun son ne résonnait. Vance se tenait là, bandé et pâle, et m'a salué de son bras valide. « Commandant » a-t-il dit d'une voix ferme. « Je suis désolé de vous avoir soupçonné. » Personne n'a parlé. Il n'en avait pas besoin. De retour dans le vol, j'étais assise près de la fenêtre, fixant le ciel alors que le terrain s'effaçait sous nous. Sur mes genoux se trouvait une bobine de fil de signal rouge. Arrachée à la bombe, au passé, à tout ce qu'ils avaient essayé d'effacer. Storm Hatch revivait. Et nous aussi. Ils m'ont convoqué au Pentagone comme si j'étais un fantôme qu'ils avaient oublié comment enterrer. L'air était vif, trop propre, comme si l'odeur de la guerre ne l'avait jamais effleuré. À l'intérieur de la salle de briefing, tout était calculé. Les officiels au dos raide, les journalistes stratégiquement placés et les rangées d'officiers supérieurs m'observant comme si j'étais soit une erreur, soit une menace. Et il était là, le colonel Warren Hall, assis en plein centre, les mains jointes, le visage neutre. Il ressemblait déjà à un homme qui pensait avoir gagné. Mais cette fois, je n'étais plus une rumeur dans un dossier. Je me tenais devant eux en grand uniforme. Pas d'émotion, pas d'excuses. Ils ont demandé un rapport sur l'opération Nightshade. Je leur ai donné la vérité. J'ai détaillé l'embuscade près d'Al-Mazrah, les renseignements satellites erronés qui ont failli coûter la vie à mon équipe et le déroutement de dernière minute qui les a sauvés. Puis j'ai sorti les journaux, pas des résumés censurés, mais les données brutes, les traces de paquets, les empreintes numériques. Les données satellites utilisées pour planifier l'opération ont été altérées, ai-je dit, la voix claire. Voici le journal d'accès du serveur de la Défense. L'adresse IP remonte à un terminal enregistré au nom du commandant adjoint Warren Hall. Des murmures se sont propagés dans la salle comme une traînée de poudre. Il a bougé sur son siège, mais n'a pas parlé. Pas encore. Puis Harper est entrée. Je ne savais pas qu'elle venait. Pas d'avertissement, juste une silhouette discrète dans l'embrasure de la porte, tenant un disque dur et son badge. Harper Monroe, spécialiste en cryptage de signaux militaires. Elle s'est présentée, de cette même voix qui m'avait crié autrefois d'arrêter de fuir la maison. Elle a pris la barre, a branché le disque et a diffusé les journaux du pare-feu que j'avais seulement à moitié déchiffrés.
Ce flux de données montre un contournement manuel injecté à 2h13 du matin, 14 heures avant le lancement de l'opération Nightshade. Le modèle de code correspond aux entrées historiques sous les identifiants de connexion du colonel Hull. Le but était de dérouter les équipes de terrain vers un terrain hostile sous prétexte d'une reconnaissance mise à jour. La pièce s'est figée. C'était la première fois que ma sœur et moi étions du même côté pour quoi que ce soit depuis plus d'une décennie. L'une de nous avait survécu à la guerre. L'autre avait prouvé pourquoi elle comptait. Hull a fini par craquer. C'est une farce. Elle n'est même pas réelle. C'est une mascotte politique. Une histoire inventée par des comités pour se donner bonne conscience. Mais le comité avait fait son travail. Un commissaire s'est levé. Une femme aux yeux comme de l'acier trempé a lu à haute voix « 12 missions secrètes. 3 infiltrations réussies dans des zones de combat actives en Syrie. Un succès de contre-insurrection au Yémen. Aucune perte sous son commandement direct. Le commandant Monroe n'a jamais échoué. On ne lui a tout simplement jamais permis de réussir au grand jour. Hull a été démis de ses fonctions l'après-midi même. Sous une autorité discrète, ils ont entamé une enquête plus vaste sur les canaux de données compromis et ses longs antécédents d'obstruction. Quant à moi, ils m'ont tout rendu. Mon dossier de service complet rétabli, mon vrai nom restauré, mon nom de code scellé dans le registre des agents distingués. Le secrétaire à la Défense m'a rejointe à la sortie, m'a tendu la main et a dit « Nous avons laissé un héros vivre dans l'ombre beaucoup trop longtemps. » Je suis sortie sous le soleil, ne sachant pas si je me sentais légère ou simplement exposée. Les reporters ont envahi les marches. Une voix a percé le brouhaha. « Commandant Monroe, qu'est-ce que ça fait de redevenir qui vous êtes ?» J'ai souri. « Pas beaucoup, juste assez. »« Je ne suis jamais partie, » ai-je répondu. J'attendais juste que le monde ouvre les yeux. La salle communautaire de Jacksonville n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes planchers qui grincent, les mêmes rangées de chaises pliantes, mais aujourd'hui, elle était comble. Des vétérans, des étudiants, des voisins qui chuchotaient autrefois derrière les clôtures. Pour la première fois, ils n'étaient pas venus pour juger, mais pour écouter. Harper est montée sur scène la première. Sa voix était claire, fière. « Je pensais autrefois que ma sœur avait disparu parce qu'elle avait abandonné, » a-t-elle dit. « Mais maintenant je sais qu'elle est la seule à ne l'avoir jamais fait. » Derrière elle, une photo a illuminé le mur. Moi dans le désert, casque enlevé, sable entre les dents, regard inébranlable. Pas de nom, pas de légende, juste une ligne en dessous. Tous les héros ne sont pas dans le cadre. Certains sont le cadre lui-même. Quand je suis montée sur cette scène, les applaudissements n'étaient pas polis, c'était un tonnerre, des vagues de bruit. Pas pour la gloire, mais pour la vérité reconquise. J'ai vu mon père, retraité de la marine. Il s'est levé lentement et s'est approché. Pas de salut, il a juste pris ma main. « Tu as fait ce que je n'ai jamais osé, » a-t-il dit. « Et je suis désolée de ne pas t'avoir vu. » Ma mère a suivi. Elle m'a entourée de ses bras. Je suis désolée de n'avoir jamais demandé. Puis une petite fille portant les plaques militaires de son père s'est avancée. Elle m'a offert une fleur violette. Je veux devenir comme vous, courageuse mais discrète. Je me suis mise à sa hauteur. Tu n'as pas besoin que le monde sache qui tu es. Assure-toi juste que toi, tu le saches. Puis j'ai marché vers le micro. Pas d'uniforme, juste une chemise grise et le fil de Storm Hatch dans ma main. Je pensais autrefois qu'être oublié était le pire, ai-je commencé. Mais ce n'est pas le cas. Le pire, c'est d'être invisible pour ceux que vous aimez, se demandant si vous avez jamais compté dans leur histoire. J'ai balayé la foule du regard. Mais quand vous êtes enfin vus à nouveau, il ne s'agit pas d'attendre des excuses. Il s'agit d'être prête quand ils sont prêts à écouter. Le silence qui a suivi en disait plus que tous les applaudissements. Plus tard, devant le mur familial, je me tenais à côté des photos de mon grand-père, de mon père, et maintenant de la mienne. Cassidy Monroe, commandant des SEAL, identité zéro, devoir infini. Si mon histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous avez déjà été sous-estimé, effacé ou forcé de rester seul, ne repartez pas en silence. Partagez ceci,
parlez et abonnez-vous. Il y a d'autres noms qui attendent d'être vus. Ah, Kitty. Ay, me dejó sola, me dejó sola. Dios mío, sálvame. Dios mío, ayúdame. Ah, ahí está luego. Vamos por cosas. Sí, ya van 2 veces que me mata, Kiori. Chintegua, qué coraje me da coraje, me emperra. Y no me va a poder llevar esto. Ah, no, sí. Espero no perderme, espero no perderme. Según yo sí me acuerdo por dónde llegué. Esa lámpara es de el Anthony. Ah, no me la sabía esa. Kiori todo lo sabes. Dime que no sabes, loco. Dime una cosa que no sepa. Una, güey. Nada más estoy pidiendo una. ¿Sabes un chingo, loco? ¿Qué pedo? ¿Juegas mucho? Fuck, acá están las escaleras. Casi se me pasan. No te agüites, te lo estoy diciendo de una forma muy buena, güey. Me sorprende que sabes un chingo, güey. Yo no. No sé muchas cosas. O sea, sé cosas que yo digo, no sé si ya sabes más. ¿Era para acá? Sí, era para acá. ¿Ha dado alguna señal de algo? Y empezó a arrojar objetos. ¿Cómo dejo la vela? Con la F. Y no, necesita. Tíralo, Link, tíralo, tíralo. ¿No hay orbes? No. Quedamos que la temperatura. Ay. ¡Hola, verga! Me respiró un ladito, Marce. Me respiró un ladito, loco. Pero se apagó la vela. Sí, verga. Ahí viene. Vámonos. ¿Por qué no sales corriendo? ¿No te da miedo? No. Apago esta Ay, madre. no. Ya la rompió. A ver, voy. Culito, pero sanito, precioso. No que lo maten, no. Yo creo que sí sobrevive, sí, de verdad. Vamos a aprender eso. Ay, ¿saben qué se me antojó? Un HB. Se me hace que vine por el lugar equivocado, güey. La madre, acabo de llegar sola, güey. No puede ser que ya se me haya olvidado cómo llegar. Vengo de allá, güey. No las encontré, güey. Me he perdido.